La Russie sort gagnante des simulations de guerre de l'OTAN contre la Russie, une alliance militaire incapable d'agir face à une attaque simulée. Alors que les dernières révélations sur l'affaire Epstein viennent d'éclabousser davantage l'élite dirigeante occidentale, on a plusieurs médias qui ont jugé bon de ressortir le récit habituel du complot russe. En fait, ce sont les Russes qui sont responsables de tout en Occident. Le résumé, il est très simple. Qui donne crédit à ces fausses informations? C'est aussi ça la question, c'est-à-dire que ces fausses informations, elles sont balancées effectivement, semble-t-il, aussi au départ par des Russes. Le général Vladimir Alexeïev du ministère russe de la Défense a été blessé lors d'une tentative d'assassinat le 6 février dans un immeuble résidentiel de Moscou. Un inconnu a tiré plusieurs coups de feu sur lui avant de prendre la fuite. La victime a été hospitalisée. Le comité d'enquête russe a ouvert une instruction pénale. Des chercheurs chinois ont dévoilé une toute nouvelle arme capable d'émettre des impulsions de micro-ondes de très haute énergie durant 1 minute, assez pour faire d'énormes dégâts. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. Parlons d'un truc qui m'a fait sourire. C'est un exercice de simulation militaire mené en décembre dernier. Ça a mis en lumière une vulnérabilité stratégique majeure de l'OTAN. Parce que selon les révélations du Wall Street Journal, un scénario de guerre fictive opposant la Russie à l'Alliance Atlantique Nord dans son intégralité s'est soldé par une victoire extrêmement rapide de Moscou en raison d'une incapacité politique occidentale à réagir de manière coordonnée. Oui, donc eux-mêmes ils ont fait leur simulation et eux-mêmes ils ont déterminé que la Russie allait gagner. Cette simulation organisée en Allemagne par le centre de simulation militaire de l'université de Bundeswehr, en partenariat avec le journal Der Welt, réunissant 16 anciens hauts responsables de l'OTAN, des décideurs politiques allemands et des experts de la sécurité internationale. L'objectif est clair, c'est tester la solidité du mécanisme de défense collectif face à une attaque rapide et ambiguë des pays baltes. Le scénario retenu plaçait l'action en fin d'année 2026. Donc, la Russie invoquait une crise humanitaire dans son enclave de Kaliningrad, territoire stratégique enclavé entre la Pologne et la Lituanie, pour justifier une opération militaire limitée. Cette justification rappelle des précédents historiques, notamment l'intervention russe en Géorgie en 2008, où la protection des populations russophones avait été mise en avant dans la communication officielle du Kremlin. Donc, dans ce cadre de jeu, je répète que c'est un scénario fictif. Dans ce cadre de jeu, les forces russes lançaient une offensive sur la ville de Marijampol, située au sud de la Lituanie, un nœud logistique essentiel reliant les États baltes au reste de l'Europe via le corridor de Suwalki. Avec une force volontairement limitée de 15 000 hommes, les Russes parvenaient à établir en quelques jours un contrôle territorial stable, complet et total. Ce succès ne reposait pas sur une percée militaire massive, mais sur une exploitation méthodique des failles décisionnelles de l'Occident. Les États-Unis, acteurs centraux de l'Alliance, refusaient d'activer l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui stipule qu'une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous les membres. La justification avancée reposait sur le cadre humanitaire de l'intervention russe, ce qui introduit un flot juridique et politique suffisant pour débloquer toutes les réponses armées collectives. L'Allemagne, pourtant présente militairement sur le territoire lituanien, dans le cadre des forces avancées de l'OTAN, demeurait hésitante, illustrant un dilemme dans la politique de défense allemande, souvent marquée par une prudence stratégique prononcée et le poids de la décision politique. La Pologne, de son côté, mobilisait des forces armées, mais s'abstenait de franchir la frontière lituanienne, de peur d'apparaître comme l'élément déclencheur d'une escalade régionale. Cette retenue collective donc aboutissait à une situation de fait accompli, un mécanisme déjà observé dans plusieurs conflits contemporains où la rapidité de l'action précède la capacité de réaction diplomatique. Franz Stefan Gady, un analyste militaire ayant incarné le chef d'état-major russe dans la simulation, résumait l'enjeu central en ces termes. La dissuasion ne repose pas uniquement sur les capacités militaires, mais sur la volonté politique. Selon lui, la certitude que certains États clés vont hésiter à agir a suffi à garantir le succès de l'opération simulée. Cette logique rejoint les théories classiques de la dissuasion développées durant la guerre froide, où l'ambiguïté ou le doute sur la détermination de l'adversaire pouvait suffire à modifier l'équilibre stratégique. Du côté lituanien, le chef d'état-major, Giedrius Prenemikas, a reconnu le réalisme global du scénario, tout en soulignant quand même un point qui l'a un peu vexé, c'est que dans une situation réelle, une telle offensive aurait probablement été détectée en amont par les services de renseignement de Lituanie. Il rappelle que la Lituanie dispose d'environ 17 000 militaires en temps de paix.
avec une capacité de mobilisation immédiate pouvant atteindre les 58 000 hommes. Selon lui, ces forces auraient été suffisantes pour contenir une attaque localisée sur Mariupol. Cette affirmation met en lumière une tension structurelle au sein de l'OTAN. La dépendance à la solidarité peut parfois retarder l'initiative nationale. En dehors du cadre strict de cette simulation, la position officielle de la Russie reste constante. Le président Vladimir Poutine réaffirme à plusieurs reprises que Moscou n'envisage aucune attaque contre les pays membres de l'OTAN. Aucune. Il qualifie régulièrement les scénarios occidentaux de confrontation directe absurde et accuse certaines capitales européennes d'entretenir une rhétorique alarmiste à des fins politiques internes, c'est tout, pour détourner l'attention de leurs problèmes réels. Dans cette logique, la diplomatie russe a même proposé la rédaction et la signature d'une déclaration formelle engageant la Russie à ne pas attaquer les pays européens, une initiative qui a été accueillie avec scepticisme par plusieurs gouvernements occidentaux. Et ils font comprendre que oui, c'est la Russie qui a l'habitude de mentir, d'avoir un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc ce sont les Russes qui sont hypocrites. Je voulais dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais non, il faut une nouvelle expression. Tellement c'est absurde. Ce jeu de simulation ne prédit pas une guerre imminente, mais il révèle un point essentiel. Dans les conflits modernes, la vitesse, l'ambiguïté juridique et la paralysie politique peuvent être aussi décisives que les chars et les missiles. Il interroge la crédibilité de la défense de l'OTAN et rappelle que la sécurité ne dépend pas uniquement des moyens militaires, mais de la capacité des États à décider vite, ensemble et sans équivoque. L'affaire Jeffrey Epstein, déjà l'un des plus grands scandales de l'histoire du monde, connaît une nouvelle phase. Face à ces révélations, plusieurs médias ont rapidement déplacé le débat vers une hypothèse désormais récurrente, celle d'une implication russe dans la diffusion ou dans l'exploitation de l'affaire. En France, le 6 février 2026, BFM TV évoque une attaque informationnelle russe visant Emmanuel Macron. En cause, un faux article publié sur un site usurpant l'identité de France Soir et d'un journaliste du Parisien, suggérant une implication du président français dans l'affaire Epstein. Les autorités françaises affirment avoir identifié une opération liée à un réseau nommé Storm 1516, présenté comme un mode opératoire russe, bien évidemment. Cette accusation s'inscrit dans une logique bien établie. En fait, on apprend notamment que cette opération est liée, selon la France, à une opération d'ingérence russe. Alors cette opération d'ingérence russe, on la connaît bien, elle s'appelle Storm 1516. Ça fait en fait à peu près 2 ans qu'elle opère en France et aux États-Unis pour tenter d'incriminer sur le moyen et le long terme tous les dirigeants qui aident l'Ukraine, si on dit les choses très simplement. Pour vous donner quelques exemples, cette opération, elle a mené à la diffusion de fausses informations qui évoquaient par exemple l'achat de villas à Courchevel ou à Saint-Barthélemy par Zelensky. Il y a eu aussi pendant les législatives en 2024 une fausse information diffusée sur le fait que les listes de la majorité proposaient 100 € à tous ceux qui voteraient pour elle. Pour vous donner une idée de comment un petit peu fonctionne cet écosystème. Et puis, il y a la question effectivement de l'écho plus large. Et d'ailleurs, qui donne crédit à ces fausses informations? C'est aussi ça la question. C'est-à-dire que ces fausses informations, elles sont balancées effectivement, semble-t-il, aussi au départ par des Russes. Il y a ensuite la question de qui lui donne crédit, qui le croit de manière d'ailleurs plus ou moins crédule. Il y a eu notamment des discours politiques, y compris de Jean-Luc Mélenchon en France, qui laissait entendre qu'au fond, peut-être, il pourrait y avoir des ramifications. Alors voilà, alors on va être très précis, parce qu'évidemment là, les sujets sont graves. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il a prononcé un discours le 3 février, donc il y a 3 jours, il a évoqué le scandale Epstein. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'Emmanuel Macron a demandé des conseils, je cite, disruptifs à ces gens-là. Lorsqu'une fausse information est relayée par un compte ayant déjà partagé du contenu jugé compatible avec une rhétorique russe, même pas une vérité, une rhétorique russe, elle est immédiatement présentée comme une ingérence étrangère. Ce schéma, déjà observé dans d'autres affaires où les médias russes, dont RT, ont été accusés d'amplification, accusations reprises en chaîne par les médias occidentaux. Et c'est eux qui vont parler de liberté de presse. La piste russe ressurgit également au Royaume-Uni. Après la publication
publication de millions de documents judiciaires, de Telegraph, qui évoquent des liens entre Epstein et Moscou, bien que les chiffres relativisent cette lecture. Le nom de Vladimir Poutine apparaît moins souvent que ceux de responsables politiques occidentaux. L'accent est toutefois mis sur l'intérêt d'Epstein pour les jeunes filles russes et sur ses relations avec le prince Andrew. Ces hypothèses sont reprises sur certains plateaux britanniques et en Pologne, où le premier ministre Donald Tusk évoque une possibilité d'enquête. Pourtant, une note déclassifiée du FBI mentionnée dans Telegraph avance une piste très simple. Epstein aurait pu être un agent du Mossad, c'est-à-dire à tous les niveaux. Une hypothèse largement moins relayée. Il est beaucoup plus proche du Mossad, de la CIA, que des services secrets russes. En France, le média 20 minutes évoque aussi l'idée d'un outil de compromise, de compromission, qui sert à faire chanter des gens, tout en relayant les moqueries du Kremlin face à ces spéculations. Enfin, cette lecture trouve un écho particulier chez certains commentateurs pro-Kiev, convaincus que Donald Trump serait sous influence russe, justement manipulé par les fichiers en question. L'affaire Epstein devient alors un nouveau terrain pour tenter d'étayer cette thèse régulièrement relancée depuis le premier mandat de Trump. Au-delà des hypothèses, l'affaire Epstein illustre un mécanisme récurrent, déjà vu. Lorsque des scandales menacent directement les élites, le débat se déplace immédiatement vers l'origine supposée de l'information, c'est tout. Dans ce brouillard narratif, les responsables réels et les criminels ne risquent rien, parce qu'ils vont finir par disparaître derrière justement des récits géopolitiques concurrents et derrière un torrent d'informations difficiles à analyser. Une autre affaire, le 6 février 2026 à Moscou, le général Vladimir Alexeïev, officier du ministère russe de la Défense, a été blessé lors d'une tentative d'assassinat dans un immeuble résidentiel au nord-ouest de la capitale. Selon les informations communiquées par le comité d'enquête russe, un individu non identifié a ouvert le feu à plusieurs reprises sur le général avant de prendre la fuite. Touché par balle, la victime a été rapidement hospitalisée dans un établissement de la ville. Son état exact n'a pas été rendu public, mais l'attaque a immédiatement déclenché l'ouverture d'une enquête pénale pour tentative de meurtre et trafic illégal d'armes à feu. Cette tentative d'assassinat s'inscrit dans une série d'attaques ciblant les responsables de haut rang du ministère russe de la Défense. En décembre 2024, le commandant des troupes de protection nucléaire, biologique et chimique des forces armées russes, le général Igor Kirillov, a été éliminé avec son adjoint par l'explosion d'un engin explosif dissimulé dans une trottinette électrique stationnée à l'entrée d'un immeuble. La charge équivalente à environ 1 kg de TNT avait soigneusement été placée pour maximiser les dégâts. Un officier supérieur de l'armée russe a été tué dans l'explosion d'un engin explosif à Moscou. Les enquêteurs affirment qu'un engin explosif placé dans un scooter a été activé tôt dans la matinée, tuant le général de corps d'armée Igor Kirillov et son assistant devant un immeuble d'habitation. Les photos montrent que l'explosion a brisé plusieurs fenêtres de l'immeuble et gravement endommagé la porte d'entrée. Le général Kirillov était le commandant des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes. Une enquête criminelle a été ouverte sur l'incident, mais les sources policières affirment qu'il est probable qu'elle soit reclassée en enquête sur des actes de terrorisme. Cet attentat marquait une escalade notable dans les méthodes employées combinant technologie civile et explosifs militaires. Par la suite, les autorités ukrainiennes ont reconnu l'implication de leurs services dans cet assassinat. Ils se sont tapés la poitrine, ils en étaient fiers. Un cas similaire s'est produit en avril 2025. Le général Yaroslav Moskalik, chef adjoint de la direction opérationnelle principale de l'état-major général des forces armées russes, a été tué dans la ville de Balachika, dans la région de Moscou. Un engin explosif artisanal avait été fixé à son véhicule personnel et déclenché alors qu'il se trouvait dans une cour résidentielle. Là encore, Kiev a reconnu l'implication de ses services secrets, assumant explicitement l'usage de frappes ciblées contre les responsables militaires russes en dehors du champ de bataille. Un général russe a été tué vendredi dans l'explosion d'une voiture près de Moscou. Yaroslav Moskalik, haut gradé de l'état-major russe, se trouvait dans un quartier résidentiel de la ville de Balachika quand une voiture a explosé après la détonation d'un engin explosif improvisé rempli de mitraille, selon le comité national d'enquête. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a qualifié l'explosion d'attaque terroriste et accuse les services secrets ukrainiens d'en être à l'origine. L'incident est survenu quelques heures avant une rencontre entre Vladimir Poutine et l'envoyé américain Steve Witkoff à Moscou. La tentative d'assassinat contre Vladimir Alexeïev, donc, ne constitue pas un cas isolé, mais un épisode supplémentaire d'une guerre qui se déroule aussi dans l'ombre, loin
des lignes de front qui brouillent les frontières entre les temps de guerre et les temps de paix. Information bonus parce que ça m'a un peu choqué. Fallait que j'en parle. Le 6 février 2026, des scientifiques chinois ont dévoilé ce qui est présenté comme une première mondiale, c'est-à-dire une arme à micro-ondes terrestres capable de menacer directement les satellites en orbite, baptisée TPG-1000CS. Ce système a été déployé par l'Institut chinois des technologies nucléaires du Nord-Ouest basé à Xi'an. Avec une puissance annoncée de 20 gigawatts, l'appareil dépasse largement les capacités connues des dispositifs similaires, jusque-là limités à des puissances inférieures et à des durées d'émission très brève. La particularité majeure du TPG réside dans sa capacité à émettre des impulsions de micro-ondes à très haute énergie pendant une durée pouvant atteindre 1 minute entière. Jusqu'à présent, les armes à micro-ondes expérimentales étaient contraintes à des impulsions de quelques secondes, principalement à raison des limites thermiques et énergétiques des systèmes. Une exposition prolongée, même sans destruction physique, peut suffire à griller des composantes électroniques sensibles des satellites, perturber des capteurs ou rendre leur système de communication complètement inopérant. Sur le plan technique, le dispositif mesure environ 4 mètres de long et pèse 5 tonnes. Ce rapport taille-puissance est considéré comme exceptionnel par les spécialistes. Là où les anciens systèmes nécessitaient des installations fixes massives, le TPG pourrait, selon ses concepteurs, être transporté par camion, par navire ou encore par avion. Cette mobilité ouvre la voie à des déploiements tactiques flexibles, rendant donc la menace plus difficile à anticiper et à neutraliser. Il n'est même pas impossible que ce soit ce type d'appareil qui a été donné à l'Iran pour que l'Iran neutralise les antennes Starlink durant les manifestations. En tout cas, dans cette logique militaire, ça signifie que c'est une arme qui peut être repositionnée rapidement en fonction des zones orbitales ciblées. Les implications stratégiques sont particulièrement sensibles pour les constellations de satellites en orbite basse et en premier lieu Starlink. Selon des experts chinois cités par Social China Morning Post, une arme terrestre dépassant 1 gigawatt serait déjà capable de perturber gravement ce type de réseau. Avec 20 gigawatts annoncés, le TPG-1000CS est décrit par le journal comme le pire cauchemar de Starlink. La constellation de SpaceX repose sur des milliers de satellites à basse altitude conçus pour fournir un accès Internet mondial, mais également utilisés à des fins militaires, notamment en Ukraine, en Iran, pour des communications, le guidage et la coordination des forces. Cette annonce s'inscrit dans un contexte diplomatique sécuritaire tendu. À la fin de l'année précédente, donc de 2025, la Chine avait officiellement déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU considérer Starlink comme un risque pour sa sécurité nationale. Pékin avait évoqué plusieurs incidents survenus en 2021 durant lesquels des satellites Starlink se seraient rapprochés dangereusement de la station spatiale chinoise, ainsi que d'un épisode de désintégration d'un satellite en décembre 2025. Les autorités chinoises affirment également que la constellation pourrait être exploitée à des fins de renseignement militaire et, dans certains cas, utilisée par des groupes qualifiés de terroristes ou alors des groupes séparatistes, bien évidemment soutenus par l'Occident. Cette avancée technologique souligne une réalité stratégique désormais centrale. La domination militaire et économique moderne passe par le contrôle de l'espace. En ciblant ces relais orbitaux, ce ne sont pas seulement des équipements qui sont menacés, mais la continuité même du fonctionnement des sociétés contemporaines. Avec le TPG-1000CS, la Chine ne se contente plus de démontrer sa capacité technologique. Elle envoie un signal clair. L'espace n'est plus un sanctuaire. Et les conflits futurs pourraient se jouer bien au-delà des frontières terrestres, dans un silence électromagnétique capable de paralyser le monde sans un seul tir visible. La puissance ne réside plus uniquement dans les armes ou dans les arsenaux, mais dans la capacité à contrôler le tempo, le récit et les infrastructures visibles. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. On se retrouve une prochaine fois.